Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, un numéro un peu spécial cette semaine. Alors tout d'abord une mauvaise nouvelle, c'est que Shai n'est pas avec nous, mais par contre une excellente nouvelle, c'est qu'on a Benoît Jamet, journaliste et collaborateur de longue date du MOOC Rivers et de Basket Session qui nous rejoint. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va vous présenter et vous parler du nouveau MOOC, nouveau numéro du MOOC Rivers, le numéro 10, spécial Playmaker. Voilà, Antoine et Benoît ont écrit chacun des sujets dans ce numéro qui nous tenait à cœur de vous présenter. Donc voilà, on va pouvoir vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a dans ce numéro, parler aussi un petit peu de qu'est-ce que c'est le playmaking en 2022, les joueurs qui nous plaisent le plus dans ce registre aujourd'hui. Voilà, déjà, bienvenue Benoît Jamet, premier invité officiel du podcast Rivers Basket Session. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois qu'on te verra dans le podcast. Donc, bienvenue déjà. Merci Théo, merci pour l'invitation. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. T'inquiète pas. Et puis, remplacer Shai, c'est quand même une grande tâche devant moi. Donc, on va essayer de faire du mieux possible. Remplacer Shai, c'est impossible pour les déceptions. T'inquiète pas, je bafouille suffisamment à chaque numéro pour être la grande déception de ce podcast. Antoine, comment ça va, toi? Ça va, en forme, tranquillou. Ok. Tranquillement. Eh ben, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc oui, voilà, le MOOC 10 Special Playmaker vient de paraître. Voilà, si vous étiez abonné, vous l'aviez précommandé, vous l'avez certainement déjà reçu. Si ce n'est pas le cas, c'est en chemin. On a eu, notre routeur a eu quelques problèmes de logistique qui avaient un petit peu retardé l'expédition, mais là, c'est en train d'arriver un peu chez chacun et chacune. Qu'on vous explique un petit peu l'idée qu'il y avait derrière ce numéro, c'est vrai que dans le basket qui est de plus en plus, comme on dit, positionless, c'est-à-dire avec moins en moins de postes attitrés sur un terrain de basket. Le jeu est vraiment en constante évolution et il y avait cette question du playmaker qui, nous, dans notre jeunesse, c'était très sectorisé, compartimentalisé. C'est-à-dire le meneur s'occupait de mettre en place le jeu, de lancer les systèmes, etc. Les grands s'occupaient de prendre des rebonds et de ressortir. C'était très caricatural quelque part. Aujourd'hui, on se rencontre avec des joueurs comme Luka Doncic, comme James Harden ou comme Nikola Jokic, pour ne citer que ceux-là, que le playmaking, cette capacité de créer du jeu pour soi ou pour ses coéquipiers, est un petit peu répartie à tous les postes, en fait, que maintenant on parle vraiment de la qualité, des qualités intrinsèques des joueurs plutôt que de leur type physique ou du prototype auquel ils se rapprochent. La première chose qui me vient en tête, question pour tous les deux, Benoît, Antoine, est-ce qu'il y a eu un moment, vous, depuis que vous suivez le basket, où vous avez commencé à percevoir ce shift, ce mouvement, cette évolution du jeu qui partait vers moins de postes attitrés? Est-ce qu'il y a un joueur, par exemple, qui a commencé à attirer votre attention dans ce type de choses? J'ai une équipe qui me vient en tête, mais pour le coup, il y avait un playmaker attitré par contre. Mais il n'y avait pas de poste, vraiment, peut-être les Suns un peu, avec Steve Nash. Mais Ouais. c'était un playmaker et plein de mecs polyvalents autour, quoi. En tout cas, quand Stoudemire était blessé. Je pense que ça s'applique surtout quand Stoudemire était blessé. Après, Ouais, avec Boris Diaw, par exemple, aussi, ouais, qui pouvait Boreté, je jouer pense deuxième playmaker sur le terrain. tous les Rajabel, Sean Marion. Pour le positionless, hein, je Ouais. réponds plus parce qu'au final, le playmaker, ça restait quand même Steve Nash. Mais... Ouais, Benoît, Ouais. toi, il y a quelque chose qui t'a marqué Ah oui, ou... Ouais. cette équipe des Suns, j'avais pris quelques notes avant avant le podcast. Et ouais, cette équipe des Suns, ouais, avec les deux playmakers sur le terrain comme Dio et Nash, c'était vraiment incroyable. Après le positionless, moi je trouve qu'avec l'avènement des analytics, ça a pas mal changé le basket justement. Les joueurs qui tirent à 3 points de partout, comme avec les Rockets depuis une dizaine d'années, on va dire. Je pense que ça a pas mal changé le basket justement à ce niveau-là. N'importe qui, ils peuvent faire sortir un pivot et le faire tirer à 3 points parce que ça rapporte plus que deux. Donc je pense que ça a beaucoup changé à mon avis Ouais. à ce niveau-là. Les analytics ont beaucoup changé là-dessus. Ouais, ce qui est intéressant finalement avec cette évolution, c'est que on est sorti un petit peu des clichés selon lesquels c'est ta taille ou ton physique qui détermine l'importance que tu vas avoir sur le terrain. En ce qui concerne les playmakers, voilà, toutes les équipes, on a toujours eu besoin de playmakers, de playmaking, c'est-à-dire cette capacité encore une fois à créer du jeu, prendre les bonnes décisions au moment opportun pour un match. Là, en couverture, on a mis 3 joueurs qui nous semblaient emblématiques de ça, qui sont de 3 époques assez différentes. Magic Johnson,
Voilà, je pense que sans conteste encore à l'heure actuelle le meilleur meneur de tous les temps. Chris Paul, qui a beaucoup représenté cette notion justement du contrôle du jeu, contrôle du tempo et contrôle des décisions de chaque possession. On pourra en reparler avec toi, Antoine, parce que tu as écrit un papier très intéressant sur lui dans ce numéro. Et Luka Doncic, on aurait pu mettre Nikola Jokic, la question s'était posée, finalement on a choisi Doncic, mais c'est un petit peu cette nouvelle école de playmaker. Un mec comme Doncic, s'il était arrivé dans les années 80, on l'aurait collé poste bas, ça aurait peut-être été une espèce de poste 4 pour lequel on serait dit il n'est pas assez costaud pour jouer forcément en dessous comme un enforcer. Au bout du compte, c'est un meneur de très grande taille avec la qualité et la diversité, la palette technique qu'on lui connaît. Nikola Jokic aussi au Nuggets, où finalement c'est de facto le playmaker principal. On peut mettre n'importe quel joueur autour, tout le jeu s'articule autour de lui. Ça, c'est un petit peu l'idée de ce numéro. Ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'on a commencé dans ce numéro, il y a une grande interview table ronde dans laquelle on a plusieurs intervenants, on leur demandait, en fait, quelle est votre définition d'un playmaker. Et ce qui était assez intéressant, et je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu avec toi, Benoît, c'est que la première réponse, c'était avant tout sur la capacité à faire les bons choix. Et finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait dire, c'est pas une qualité technique, c'est pas une qualité physique, c'est vraiment sur une qualité intellectuelle, la capacité à faire les bons choix. Et dans ce MOOC, Benoît, tu as fait une interview vraiment passionnante avec Leonard Zalkowski. Peut-être que tu peux présenter ce personnage qui est peu connu forcément des aficionados de basket, mais qui nous a pas mal éclairé sur toutes ces notions. Oui, oui, en effet, j'ai eu la chance de l'interviewer. Donc, Leonard Zalkowski, un nom facile à prononcer, évidemment. Donc, il est canadien d'origine. Il est universitaire. Hein. Donc, comme il le dit au début de l'interview, en fait, ça fait 40 ans qu'il travaille sur tout ça, sur les prises de décision, mais dans des travaux universitaires. Donc, il y avait 50 personnes qui lisaient ses ouvrages. Donc, forcément, voilà, il a pu, avec Dan Peterson, il a pu éditer des livres et sur vraiment le playmaking, la prise de décision et donc en faire profiter le plus grand nombre avec une plus grande édition, une grande maison d'édition américaine. Donc voilà, il a passé 40 ans à faire des recherches dessus, travaillé à Boston University et donc il a eu pas mal de liens avec quelqu'un qui est devenu GM d'une franchise de NHL, qui jouait à Boston University à l'époque dans les années 80, donc ils sont restés très proches. Et après, au cours de ses travaux, il a pu travailler avec Steve Nash, par exemple. Il était consultant chez les Warriors en même temps que Steve Nash. Voilà, il a travaillé pas mal avec l'équipe nationale d'Espagne de football également dans les années 2000, la grande équipe d'Espagne, malheureusement. Big pain, hein, hashtag. Et donc voilà, dans les années 2006-2008, donc celle qui avait été championne d'Europe. Donc il a pas mal discuté avec Aragonas, par exemple, qui était l'entraîneur à l'époque. Et donc oui, il a beaucoup travaillé sur cette prise de décision, qui est pour lui le facteur, comme tu viens de le dire, le facteur le plus important en fait en playmaking, c'est qu'est-ce qui fait qu'on prend la bonne décision au bon moment. Et pour lui, c'est toute la suite d'un processus. Et ça vient souvent d'expériences de vie. Par exemple, il prend l'exemple de Steve Nash, qui a commencé par le football. Donc, avec le football, il a eu l'habitude d'avoir la tête levée. Et ça, pour lui, c'est la première étape du processus de chercher, trouver, exécuter. Et pour lui, Steve Nash, par exemple, c'est l'exemple parfait de la personne qui est en avance dans ce processus de chercher, trouver, exécuter. Il a toujours un coup d'avance. Donc voilà, donc il a travaillé là-dessus pendant des dizaines d'années et grâce à son association avec Dan Peterson, ça a un peu explosé. J'ai lu ses livres, c'est super intéressant. Je vous les conseille. Ouais, c'est intéressant que tu parles de Steve Nash, parce qu'on a aussi effectivement un portrait de Steve Nash. Bien sûr, on parlait de son importance aux Suns, une équipe où finalement c'était le système, c'était Steve Nash le système, entouré de principes de jeu bien précis. Mais ce qui est intéressant dans le papier, c'est qu'effectivement, même Steve Nash reconnaît l'impact qu'a pu avoir le football dans son développement de joueur de basket, cette capacité à lever la tête, à scanner en permanence le terrain. C'est Leonard Zalkowski en parle aussi dans l'entretien que tu as fait, Benoît, c'est-à-dire cette capacité
capacité à toujours regarder ce qui se passe autour de lui, à prendre le maximum d'informations en temps réel, de manière à pouvoir, une fois que le ballon lui arrive, limite, son cerveau a déjà fait le tri dans toutes les informations importantes à retenir. Et en fait, finalement, cette capacité à avoir un coup d'avance, c'est aussi cette capacité à avoir traité un maximum d'informations et avoir pu, grâce à l'expérience, à l'entraînement, etc., en avoir tiré les bonnes conclusions, de manière à avoir des choix alors simples. C'est jamais simple hein, quand on sait à quelle vitesse ça se passe dans le sport professionnel, mais du moins avoir des choix un petit peu plus clairs en tête et à pouvoir les prendre dans les bons timings. Et c'est vrai que c'était passionnant l'entretien que tu as fait avec Zaïkovski pour revenir, pour expliquer un petit peu aux gens. On part sur la neuroscience, sur les qualités cognitives, sur la manière de les développer, sur aussi la manière de scouter ce genre de choses et de dépasser un peu les aspects purement techniques, athlétiques dans la manière d'évaluer des joueurs, mais pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont surprise finalement dans l'entretien que tu as pu faire avec lui ou auxquelles tu n'avais pas forcément réfléchi de cette manière avant soit de faire l'entretien ou de le préparer en lisant ses bouquins? Ouais, non, donc du coup, quand j'ai fait l'entretien, j'étais plus trop surpris parce que j'avais lu les 2 livres. Donc, Ouais. forcément, j'ai j'ai trouvé un peu les thèmes. Non, c'est intéressant, par exemple, l'adaptation qu'ils ont des concepts. Ils sont souvent partis de concepts militaires et ils ont adapté ça au civil. Donc, par exemple, le concept de chercher, trouver, exécuter, c'est un autre concept militaire. Donc, vraiment, c'est tout ce qui est. En fait, ça s'applique également dans la vie de tous les jours. Tout ce qui est à haute tension, on va dire, à haute vitesse, pas seulement le sport. Donc, c'est vraiment très intéressant là-dessus. Non, donc pas vraiment de surprise. C'est un peu dur de sortir les surprises là-dessus. Comme j'ai dit, le bouquin est super intéressant là-dessus. Mais tu parlais justement des prises de décision à haute vitesse. Mais moi, je fais pas que du basket, je fais du golf également. Et je lui ai parlé justement des sports à lente vitesse, on va dire, où tu n'as pas de cette notion de temps ou d'adversaire. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre au niveau de la prise de décision. Normalement, tu dis, bah, les gars, ils doivent prendre des décisions, hein, des bonnes décisions à chaque fois. Puis en fait, non. Donc, c'est ça. Il m'a dit, oui, mais c'est le contrôle émotionnel, en fait, qui fait Ouais. tout également. Hein. Donc, que ce soit dans un sport de haute vitesse ou sans notion de vitesse, tu dois avoir le contrôle émotionnel. Et c'est ça qui fait également la bonne prise de décision. Si tu laisses tes émotions prendre le dessus, au final, tu vas sûrement prendre une mauvaise décision. Et d'ailleurs, après, il parle du stoïcisme, qui est vraiment le fait de savoir que tu ne peux contrôler que tes actions. Par exemple, Kobe est un grand adepte du stoïcisme, où il savait qu'il contrôlait que ce qu'il faisait lui. Ce que les autres faisaient, au final, c'était pas sa décision à lui. Donc lui, il se concentrait sur ses décisions à lui. Voilà. Explique aussi peut-être pourquoi il essayait de contrôler autant des décisions prises collectivement par l'équipe, finalement, pourquoi il essayait d'avoir la main dessus un maximum. Ouais, exactement. Et du coup, il y a une transition qui me semble claire avec un des sujets que tu as fait, Antoine, le papier sur Chris Paul, parce qu'on parle de ces notions de contrôle, ces notions de contrôle émotionnel, de contrôle des possessions, des contrôles des variables, enfin du moins de tout ce qui est un peu intangible sur laquelle on n'a pas forcément la main. Alors, c'est intéressant parce que pour expliquer aux gens, au moment où tu écrivais cet article, les Suns étaient encore en lice. On ne savait pas encore si les Suns pourraient répéter l'exploit entre guillemets de l'an dernier. Chris Paul, c'est vraiment un joueur qui est à la fois qui divise beaucoup les gens. Il y a ceux qui sont fans, ceux qui ne peuvent pas l'encadrer. Et c'est vraiment un joueur hors norme, je trouve, parce qu'en fait, c'est frappant de voir un joueur qui est incontestablement l'un des meilleurs meneurs de l'histoire. Après, les classements, c'est toujours assez subjectif, c'est toujours assez compliqué à mettre en place. Mais quelqu'un dont la spécialité ou le point fort, c'est justement ce contrôle de chaque possession, ce contrôle, comment tirer le maximum d'une possession. Et dans le même temps, c'est peut-être, c'est un des angles de ton article, Antoine, tu me diras si je me trompe, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui, paradoxalement, est sa limite dans une certaine mesure parce qu'on ne peut pas toujours tout contrôler et que c'est parfois peut-être trop en demander à un seul joueur de pouvoir tout contrôler. Toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton papier, l'angle que tu as pris pour l'aborder? Clairement, c'était le côté contrôle fric. Je pense que là, on a un peu la version contrôle fric du basket et de la NBA. Ce qui était pas dur, mais je trouve très intéressant, c'était dans la recherche, c'était d'avoir le plus d'anecdotes pour montrer à quel point c'est un contrôle fric. Donc ça, c'était drôle parce que je suis retombé sur des trucs. Alors, il y en a dont je me souvenais, mais voilà, notamment l'histoire
de Chris Paul qui dénonce Jordan Bell, qui a son maillot qui est sorti de son short. Du coup, ça crée un delay of the game. Donc, du coup, il y a une faute technique. Il faut savoir que à ce moment-là, c'est donc quand il joue au Thunder, le Thunder est mené. Donc, mais bon, il reste tellement peu de temps au chrono. Je me souviens plus exactement. Je suis désolé, il doit rester 2 secondes. Qu'on se dit bon, de toute façon, qu'ils mettent leur lancer franc, ça changera rien. Karl Anthony Towns, il en a 2 à tirer derrière. Donc, il y a lancer franc, le Thunder marque. Towns, il tire ses lancers derrière, sauf qu'en fait, juste sur la remise en jeu, avec peut-être encore une fois, peut-être 2 secondes, il y a une longue passe et le Thunder accroche la prolongation finalement comme ça, grâce à finalement, il fallait un point, quoi. Et ce point-là, en prolongation, le Thunder gagne. Et je pense que cette anecdote qui est mieux racontée dans mon papier, je tiens à vous le dire. Il est super Et, culte, cette anecdote est fantastique. et elle est très significative de Chris Paul au final, comment tout le calcul qui se fait et qui derrière souvent vient à son avantage, finalement. Souvent, jusqu'à une certaine limite, évidemment. Et voilà, il y en a d'autres comme ça. Au final, Chris Paul, c'est le gars qui connaît mieux le règlement que les arbitres. Et il y a aussi une anecdote là-dessus sur comment il y a une discussion avec un arbitre, parce qu'il est tout le temps en train de râler, tout le temps en train de parler. Et il lui donne un point du règlement, l'arbitre n'est pas au courant, c'est pour jouer de quel côté tu joues la remise en jeu après une faute au milieu de terrain. Lui, il explique que lui, même ça, il va le prendre en compte parce que voilà, s'il a James Harden dans son équipe, il veut que James Harden récupère la balle sur sa main gauche. Donc il pense absolument à tout, c'est quelqu'un qui fait attention à tous les détails, jusqu'au boutiste sur cet aspect-là. Et du coup, ça en fait un personnage fascinant, notamment quand c'est lui qui en parle ou quand c'est ceux qui le connaissent très bien qui en parlent. Voilà, il y a vraiment pas mal d'anecdotes là-dessus sur le fait que lui, on connaît tous peut-être, enfin, les amateurs de basket connaissent le 2 pour 1. C'est-à-dire que voilà, quand il reste tant de temps sur la possession, prendre un tir dans un quart-temps, prendre un tir rapide pour s'assurer ensuite de récupérer une autre possession après celle de l'adversaire. Et lui, Chris Paul, il va jusqu'à pousser le 3 pour 2. Ça va très 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 loin, mais voilà, ça en fait un joueur très intéressant. Ouais, Et complètement. finalement, à part, pardon. Pardon, vas-y, vas-y. Non, je vais dire finalement à part, au final, et on n'en voit plus beaucoup, voire plus du tout des joueurs comme ça en fait. Déjà qu'il n'y en a pas eu beaucoup, et là vraiment, dans la nouvelle génération, les meneurs se construisent de moins en moins comme lui. Ouais, ce qui est intéressant à Chris Paul, c'est qu'une des grandes questions aussi qu'il y avait tout au travers de Smook, que ce soit dans les papiers ou dans les interviews, c'est cette question de qu'est-ce qui appartient à l'inné, qu'est-ce qui appartient à l'acquis. Et finalement, il n'y a pas de réponse vraiment préétablie, définitive là-dessus, entre ceux qui donnent l'impression que tout leur vient facilement et que c'est finalement plus du feeling. Là, instinctivement, je pense à LeBron de ses toutes premières années avec Cleveland, en fait, où il y avait cette capacité à faire des passes, à voir des choses assez exceptionnelles vu sa jeunesse. Et le Brand de maintenant, où on sent que c'est une machine qui, en plus d'avoir ça, maintenant calcule un petit peu à la manière d'un Chris Paul, connaît tous les angles, connaît les tendances de l'adversaire, connaît même parfois mieux les systèmes de l'adversaire que ses adversaires eux-mêmes. Et donc, on voit cette rencontre de deux choses. Il y a... Ouais, vas-y. Sur l'inné, justement, je voulais déjà réagir tout à l'heure. Je me permets juste de rajouter un truc. Justement, moi, dans l'interview table ronde, j'ai fait Arnaud Goupillot, qui est entraîneur de l'équipe de France ouais. U17. Ah, pardon. Non, mais vas-y, c'est parfait. C'est exactement ce dont j'avais parlé. Et qui gère au Pôle France. Et c'est intéressant parce que lui, il avance aussi une autre étude qui est japonaise pour le coup. L'espace d'un instant, je suis allé vérifier très brièvement si ce n'était pas une étude canadienne. Je me suis dit, ah mince, ça se trouve, c'est la même personne. Mais non, c'est une étude japonaise, justement, où il faisait des recherches sur le playmaking, et notamment sur cet aspect d'inné. Et en fait, ils ont fait jouer donc des joueurs, des basketteurs, et ils ont mis des caméras partout. Et si tu veux, ils ont regardé le nombre de fois qu'un joueur scanne le terrain avant de faire une passe. Et ils se sont rendus compte que ça, c'était une partie d'inné aussi quand même. C'est-à-dire que, si tu veux, un joueur qui scanne 20 fois le terrain avant de prendre une décision, déjà, il y a de fortes chances qu'il prenne une meilleure décision. Mais au final, ça fait presque partie de l'inné, parce que quelqu'un qui le fait 5 ou 10 fois, tu ne pourras jamais en fait, le monter à 20 fois. Tu peux le faire progresser sur cet aspect, mais il y a une part d'inné là-dedans dans ta manière déjà, ne serait-ce que de regarder, et de scanner et de prendre les informations en fait. Ouais, non, mais
Ouais, C'est pardon. super intéressant ce que tu mentionnes parce qu'effectivement, il y a ça, il y a effectivement une part d'inné. L'expérience dont tu parles, je crois que si je ne me trompe pas, ça avait été fait dans le football il y a quelques années, dans le football anglais. Je me rappelle d'avoir vu une vidéo d'Arsène Wenger qui parlait de ça aussi, qu'ils avaient installé des caméras pour filmer un petit peu le mouvement des yeux des joueurs et s'étaient rendu compte que ce qui différenciait les très très forts joueurs des forts joueurs, c'était justement ce mouvement incessant des yeux et ce scanning du terrain en permanence. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si, comme pour les qualités athlétiques, il y a certainement effectivement une part d'inné. Je pense que Léonard Zajkowski en convient aussi dans l'entretien que tu as fait, Benoît. Il y a aussi une manière de travailler sur ces choses-là et ce n'était pas des questions qu'on se posait par le passé. Moi, j'ai eu la chance de faire une interview avec Chris Oliver, qu'on avait déjà eu dans le MOOC numéro 3 sur l'avenir du basket, pour parler vraiment de ces comment est-ce que maintenant on repense un petit peu la manière d'apprendre le basket. Voilà, un des fers de lance de Chris Oliver, qui a eu aussi Léonard Zajkowski dans son podcast, c'est comment on apprend aux joueurs à prendre des décisions. Et son constat part de ça, en fait, il part du simple fait que traditionnellement, on apprend aux jeunes basketteurs d'abord à savoir faire des choses. On va leur apprendre à faire un lay-up, on va leur apprendre à tirer, à passer, avant de leur apprendre à quel moment ils doivent se servir de l'un ou de l'autre. Donc, c'est un petit peu une analogie un peu bête. Si vous avez un marteau et un tournevis et que vous savez vous servir d'un marteau et d'un tournevis, mais que vous ne savez pas à quel moment il faut se servir soit de l'un, soit de l'autre, vous aurez moins de chances de réussir que quelqu'un qui sait quel outil il faut utiliser, mais qui maîtrise moins bien les outils. C'est simplement cette idée-là. Et donc, c'est intéressant dans l'interview que j'ai pu faire avec Chris Oliver. Il parle de comment repenser un petit peu voilà, tous ces exercices qu'on a fait en étant jeune basketteur, avec des répétitions à vide, avec du travail par bloc, ce qu'on appelle où finalement l'action finale est toujours prédéterminée. Sait qu'on va faire lay-up main droite 15 fois de suite, puis ça va être autre chose. Et comment est-ce qu'on peut repenser tout ça de manière à introduire la prise de décision très tôt, même dès les tout jeunes, pour que on ne leur apprenne pas simplement à avoir des skills, mais à savoir comment et quand surtout les utiliser. Donc tout ça, c'est aussi une part de Smook. De Smook sur les playmakers parce que c'est une nouvelle façon de voir les choses qui est en train de prendre de l'ampleur. Je pense qu'on est en train de collectivement dans le monde du basket repenser un petit peu ces choses-là. Donc je pense qu'on est peut-être encore qu'aux prémices un petit peu de ce qu'on voit dans le basket moderne actuel avec encore une fois Luka Doncic, Nikola Jokic ou même un joueur comme Giannis Antetokounmpo où il y a 20 ans on l'aurait mis, ça aurait été le pivot du futur et jamais on l'aurait laissé porter le ballon, créer du jeu comme c'est le cas aujourd'hui. Tout ça, c'est vraiment, je pense, des choses qui sont intéressantes dans les évolutions du jeu actuel. Mais de toute façon, pour revenir à ta toute première phrase du début, le jeu sans position, quelque part, ça force à produire des basketteurs plus polyvalents et plus complets qu'avant. Donc, quelque part, ça ne peut que amener une forme de positif, en tout cas sur cet aspect-là, où un pivot, parce qu'un pivot aujourd'hui, le plus souvent, il a intérêt à être un bon passeur. Je vois notamment quand tu joues un pick and roll et que derrière tu te retrouves avec des situations de 4 contre 3 parce que la défense adverse, par exemple, a trappé sur ton meneur, comme ça peut être le cas sur un Stephen Curry ou sur un Damian Lillard. Bah, la différence, c'est que les Warriors, ils ont Draymond Green qui, lui, va réceptionner le ballon après l'écran et qui va réussir à voir le jeu, à faire la bonne passe et à trouver un coéquipier démarqué. Là où les Blazers, souvent, c'est Jusuf Nurkic, qui n'est même pas le plus mauvais passeur parmi les pivots, mais qui n'est pas un bon playmaker, et ben il y a plus de déchets déjà, tu vois. Et alors, bon, après, c'est pas les mêmes équipes, mais ça te donne un peu une idée à quel point, ne serait-ce qu'avoir des bons passeurs sur tous les postes ou des bons playmakers, ou au moins des joueurs qui sont capables de voir le jeu, qui sont capables de comprendre que leur rôle dépasse leur taille ou leur poste, c'est tout bénéfique pour une équipe. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'était un peu une manière, une boutade, mais Chris Oliver disait si tu pouvais avoir 5 Steve Nash sur le terrain répartis avec différentes tailles et tout, pourquoi est-ce que tu t'en priverais en fait? Plus tu as de joueurs capables à prendre les décisions, meilleure ton équipe peut être. L'exemple des Warriors, elle est super intéressant, Antoine, parce que voilà, c'est une des questions qu'on a posées de savoir à nos intervenants. Finalement, qui est le premier, qui est le playmaker des Warriors? Est-ce que c'est Stephen Curry ou Draymond Green? Donc, question compliquée. En fait, je vous laisserai lire les réponses pour voir un petit peu ce qu'en pensent nos intervenants. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir
comment, enfin, à quel point les Warriors sont justement dangereux à ce point parce qu'ils ont deux playmakers exceptionnels en fait et que tu peux pas simplement te dire on va comme à une certaine époque finalement un plan pour essayer de contrer les Suns aurait pu être d'essayer de couper complètement Steve Nash du jeu en se disant bon bah si on arrive à l'éteindre lui l'équipe pourra pas fonctionner autant que si on coupe je sais pas le meilleur scoreur alors que dans le cas des Warriors finalement c'est ce qui fait je trouve le jeu de Golden State aussi intéressant, c'est que cette capacité à avoir quasiment tout le temps sur le terrain 5 joueurs avec des niveaux, enfin des niveaux qui ne sont pas forcément les mêmes, mais 5 joueurs capables dans l'absolu de prendre la décision de faire le bon choix. Et même finalement dans le parcours dans le parcours assez incroyable d'Andrew Wiggins jusqu'au titre, c'est un des facteurs dans lequel moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment été très bon en fait, c'est dans une capacité à ne pas forcer à faire le bon choix. Alors c'est pas forcément le bon choix dans le sens faire la passe décisive, mais le bon choix de quand attaquer, se rendre compte à quel moment il devait jouer pour lui, à quel moment il devait simplement jouer les facilitateurs et attendre de rester dans le corner. Et donc ça reste quand même, voilà, ça reste une réflexion qu'on n'avait pas forcément par le passé. On disait, bon, bah voilà, il y a le meneur, il va faire le jeu, ou alors il y a le système dans l'attaque en triangle. Voilà, on sait qu'il n'y avait pas forcément un meneur d'élite, que ce soit aux Lakers ou aux Bulls, mais voilà, on sait que le système en triangle en lui-même va permettre de jouer sur des principes forts. Là, maintenant, on a le sentiment qu'à tous les postes, on cherche à avoir des joueurs capables de faire le bon choix, quoi. Toi, Benoît, parce que je sais que voilà, tu as parlé du golf, on a parlé du basket, mais je sais que tu as, d'autres intérêts sportifs, notamment voilà, sur le football ou le football américain. Est-ce que c'est des choses, est-ce que ces réflexions-là, tu y trouves un écho aussi dans ces sports-là? Oui, bah, oui, complètement. Donc oui, moi on va dire, je suis footballeur à la base depuis tout petit, mais je me suis mis au basket un peu comme toi en 91. J'ai Et découvert le ouais, basket en 91 avec la NBA, donc voilà. Mais par exemple, l'aspect de l'entraînement là dont tu parlais tout à l'heure, je sais que le grand Milan des années 80 avec Arrigo Sacchi, voilà, c'était il arrêtait les entraînements tout le temps, c'était de la réflexion, mais il jouait presque pas les gars à l'entraînement. C'était que de la réflexion sur ce qu'on va faire en match. Et voilà, donc à la fin, c'était que de la prise de décision pour comment on va attraper l'équipe adverse, comment on va faire ça. Après, sur le foot américain, dont je suis également grand fan, ouais, c'est un sport tellement codifié qu'à la limite, la prise de décision, elle est, j'ai envie de dire, entre l'attaque et la défense, c'est peut-être la défense qui est la plus, comment dire, par rapport au basket, c'est l'inverse presque. C'est la défense qui a le plus de liberté parce que c'est tellement codifié en attaque. Le quarterback appelle le jeu et tous les joueurs savent ce qu'ils vont faire. Le center ou le left guard, il sait qu'il doit aller à ce point-là pour bloquer tel gars. Et c'est plutôt en défense où ils sont en réaction. Et c'est là qu'ils ont la liberté de se dire ah, là, on va le prendre à deux, mais ils ne le savent pas. Donc, c'est intéressant d'ailleurs. C'est les deux grosses. Enfin, il y a le baseball, mais c'est les deux gros sports collectifs américains. Et on va dire que c'est presque une image miroir. Entre l'attaque, qui moi au basket, c'est la créativité, et la défense, c'est plutôt, oui, on va s'adapter. Sur le football américain, c'est plutôt le contraire pour moi. Donc ouais. voilà, oui, c'est intéressant. Ok, non, mais intéressant carrément. Et puis, bah, du coup, ça fait une transition. Tu parlais de quarterback. Toi, tu as fait un très beau portrait d'Antoine Rigaudot, qui était, voilà, pour nous, fans français de basket, longtemps l'image même de cette capacité à prendre les décisions, à garder le sang-froid. Donc, dans un basket un peu plus à l'ancienne, dans le sens où les rôles étaient très, très établis. Rigaudot, forcément, enfin, les plus anciens, ceux de notre génération, on se rappelle de lui à Cholet ou à Pau, mais c'est vrai que le sommet de sa carrière, ça a été à l'étranger en Italie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément Antoine Rigaudot, qui connaîtraient le nom simplement comme ça, nous présenter un petit peu le personnage et puis voilà pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans ce numéro, pourquoi c'était important pour nous qu'il soit présent. Bah, Antoine Rigaudot, c'est voilà, comme je l'ai dit, donc moi je suis venu au basket en 91 et c'est le début de son sommet, on va dire. Le gars, il a joué plus de 10 ans vraiment au top niveau et il a dominé. Il a quand même pris 4 MVP de la Ligue française à la suite. Donc, à une époque où, en 93, Limoges est champion d'Europe. Donc, ça Ouais. veut dire que la Ligue française était quand même à un très, très bon niveau en Europe. Il a pas eu de chance, entre guillemets, parce que Rigaudot, pour moi, c'est la dernière star française avant la génération dorée NBA. Donc les Tony Parker, Boris Dio, ceux qui ont fait un peu exploser le basket dans l'imaginaire, dans la culture française.
et lui, il était juste avant. Donc, du coup, il y a beaucoup. Alors, les spécialistes basket le connaissent, mais dans l'imaginaire collectif, Rigaudot, c'est pas forcément un grand joueur parce que il a échoué en NBA. Oui, il a joué 11 matchs, mais il est arrivé à la fin de sa carrière. Alors que c'est un joueur qui a dominé la scène européenne pendant 5-6 ans avec la Virtus Bologne, de façon assez incroyable. Hein. Ils ont fait, alors de mémoire, ils font trois finales de ce qu'on appelle maintenant l'Euroleague. Ils en gagnent 2. Ils ont gagné la Korac, qui était la deuxième coupe, non, la Saporta, pardon, qui était la deuxième coupe d'Europe. Et alors, c'était une équipe avec des talents incroyables. Il y avait Danilovic. Voilà, c'était une sorte de dream team à l'européenne, mais c'était lui le meneur de jeu, c'était lui le playmaker, c'était lui qui organisait, c'est lui qui souvent finissait meilleur marqueur sur les finales d'ailleurs. Lors de leur première finale d'Euroleague, il finit avec 14 points. C'est lui qui assure la fin de match. Donc, alors il finit pas MVP du tournoi parce qu'il y a Savic, le pivot, qui fait une demi-finale de folie à 28 points, 12 rebonds. Je ne sais plus combien il met de 3 points, 5-3 points, je crois. J'ai revu le match, c'est incroyable. Donc voilà, Parce qu'il pour moi. il faut remettre dans le contexte, c'est vrai que c'est le basket voilà, de la toute fin des années 90 avec des scores beaucoup plus restreints, avec un basket beaucoup plus contrôlé, beaucoup moins de possession pour chaque match. Et comme tu dis, Savic, Danilovic, même Ginobili, Saric par la suite, c'était vraiment pas Saric, pardon, Jaric, pardon, voilà, Marco Jaric, c'était vraiment un roster incroyable de densité et de talent. Et malgré tout, c'était lui finalement le dépositaire du jeu, notamment dans les moments clés. Oui, clairement, ouais, c'était lui le leader de meute. Hein. Encore plus sur la deuxième, ils en ont gagné 2 à 4 ans d'intervalle. Et sur la deuxième mouture, on va dire, d'ailleurs, il dit que c'est son équipe préférée de la Virtus Bologne. Sur la deuxième mouture, c'est celle avec Ginobili. Donc, c'était eux les 2 grands joueurs de l'équipe. Mais Ginobili, il venait d'arriver. Hein. Ce n'était pas le Ginobili qu'on connaît maintenant avec la carrière qu'il a eue. Il est arrivé d'un petit club Reggio Calabria. Mais il avait déjà ce côté un peu fou. Et Rigaudot, lui, c'était quand même le côté très froid, comme une lame. Il savait ce qu'il fait. Il était extrêmement précis à 3 points. Il organisait le jeu. Il faisait 2 mètres pour un meneur à l'époque. Hein, nous, quand il est arrivé, on s'est dit on a le Magic Johnson français. Voilà, il y a un meneur de 2 mètres. À l'époque, on avait Valérie Demory, quoi, qui faisait 1m80. Bon, il était un peu tanké, mais bon, c'était pas non plus la folie. Hein. Donc, c'est clair. Non, c'est vrai que on n'avait pas vu de joueurs comme ça aussi jeunes, aussi grands jouer à ce poste-là, faire des cartons, claquer des 35 points en championnat de France à un âge comme ça, alors qu'à l'époque, c'était une époque aussi où il y avait de plus en plus de joueurs. Souvent, les gros scoreurs des meilleures équipes, c'était des joueurs américains à l'époque dans le championnat de France. C'était vraiment un joueur hors norme à tout point de vue, qui a fini par devoir s'exiler parce que pour jouer l'Euroleague à l'époque, pour essayer d'être champion, si on met de côté le titre de Limoges, il fallait jouer dans une grosse cylindrée européenne. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est il y a 2 choses dommages. Effectivement, son passage vraiment foiré au Mavericks, pour l'avoir suivi à l'époque, c'est vrai qu'on n'a pas compris. Il est parti finalement. Dallas l'a fait venir en cours de saison et de manière un peu incompréhensible, lui a demandé de jouer quasiment en descendant de l'avion. Je me rappelle son premier match, c'était face aux Rockets. Il s'est retrouvé 48 heures après être arrivé à devoir défendre sur Steve Francis, des choses improbables, impossibles quasiment. Et finalement, très vite, on lui a demandé de. J'ai le sentiment qu'il y a eu un petit peu comme Tony Kukoc où on l'a fait venir parce que c'était un playmaker incroyable et que très vite on lui a dit bon bah non, mets-toi dans le corner et tu vas recevoir les tirs pour mettre de loin simplement, ce qui était très étonnant parce qu'à l'époque on se disait bon bah s'il y a une équipe qui sait qui est Antoine Rigaudot, c'est vraiment Dallas avec Donnie Nelson qui était assistant coach avec l'équipe de Lituanie, toutes ces relations avec le basket européen. Donc c'est vraiment un épisode ou du moins un rendez-vous manqué. Ouais, finalement, qui fait ouais. plus tâche. Limite, c'est presque plus dommage qu'il y soit allé et que ça n'ait pas marché, plutôt qu'il n'y soit même pas du tout allé, comme on voit des joueurs comme Dejan Bodiroga, qui certainement auraient pâti des mêmes choses en NBA, finalement, on choisit tout de suite de faire des carrières extraordinaires en Europe sans même tenter leur chance là-bas, quoi. Ouais. Sur cet épisode de Dallas, d'ailleurs, tu as cité le nom de Don Nelson. Alors, j'ai recherché pas mal de papiers de l'époque. C'était les débuts du grand Internet, hein, ESPN, ça a commencé 2002, 2003. Il y a des quotes incroyables des joueurs de Rockets. C'est des Cutino meublés. Là, je le quote dans l'article. C'est n'importe quoi. Il y avait encore ce dédain vis-à-vis des joueurs européens, hein, début des années 2000, il ne faut pas oublier. C'est plus que c'est maintenant. Là, l'année prochaine, Victor Wembanyama, il va arriver
tout le monde va l'accueillir comme un prince, on va dire. Mais il y a 20 ans, c'était pas du tout comme ça, faut pas l'oublier. Et sur Don Nelson, en fait, alors il était GM et son père était entraîneur de l'équipe. Donc il y a eu il y a eu une petite histoire comme quoi Don Nelson, en fait, aurait fait jouer Rigaudot aussitôt pour un peu faire mousser son fils en disant ouais, c'est bien. Regardez, mon fils m'a ramené un super joueur. Et donc, ça a un peu foiré, clairement. Donc, moi, après, Rigaudot, c'était en fin de carrière également. Il avait un peu des problèmes physiques quand il y allait. Il n'était pas totalement en forme. Il est revenu assez vite, puis il est revenu à Valence et il a eu une fin de carrière assez bonne avec Valence. Il n'a pas regagné de titre de champion d'Europe, mais je crois qu'ils ont gagné la Ligue espagnole. Donc voilà, et il était encore très en forme. Et puis Rigaudot, juste pour finir sur le sujet, je ne sais pas si Antoine veut en parler également, il doit avoir des souvenirs de Rigaudot, mais moi, c'est l'équipe de France également. C'est pour moi l'équipe de France de Rigaudot, c'est Sydney 2000. Voilà. Ouais. Tu te lèves à 4h du matin pour une finale olympique avec la France, le truc complètement improbable. Ouais, et sachant que bon, ça s'est un peu perdu dans l'histoire, mais sur la finale notamment, il y a quand même un moment où justement sur un tir à 3 points de Rigaudot, l'équipe de France revient à 4 points de mémoire à, je ne sais plus, 2-3 minutes de la fin. Et on en avait parlé avec certains acteurs de cette équipe. C'était, si je ne me trompe pas, Rizaché qui nous disait qu'à l'époque, ils n'y avaient pas vraiment cru en fait, au fait de pouvoir vraiment aller taper les Américains. C'était avant le choc de 2002, une époque où les équipes internationales rêvaient de jouer contre les Américains, voulaient les battre, mais il n'y avait pas encore cette détermination farouche ou même cette confiance dans le fait que c'était possible. Et évidemment, à 4 points, là, c'était déjà un parcours incroyable, le parcours de l'équipe de France au JO de Sydney 2000, surtout quand on connaît un petit peu le parcours chaotique que ça a été. C'est une médaille d'argent extraordinaire, mais c'est vrai que voilà, ce tir à 3 points de Rigaudot là, qui ramène l'équipe de France très proche dans la finale, là, il y a un moment où je me rappelle, moi, m'être dit, mais ça se trouve, ils vont le faire, ça se trouve, ils vont le faire. Et puis finalement, bon, la logique a prévalu, mais un gros souvenir, sachant qu'en équipe de France, il y a quand même un souvenir douloureux pour moi avec Antoine Rigaudot. C'est un joueur qui a toujours été extraordinaire à 3 points, incroyable lancer franc. Et il y a ces lancers francs ratés en 2005 face à la Grèce dans les toutes dernières minutes où on se dit, bon, bah, le scénario catastrophe, je ne vais pas vous le refaire, hein, ça mériterait un podcast en soi ou alors avec un psy en direct pour qu'on puisse faire voilà, une thérapie de groupe parce que ça reste un traumatisme profond. Mais à la fin, alors que tout est en train de partir en vrille, le moment où Rigaudot part au lancer franc, c'est le moment où moi je m'étais dit, bon, bah là c'est bon. Là c'est bon, Antoine il va mettre les lancers francs et puis on va aller en finale. Et finalement, improbable, quoi. Même Rigaudot loupe, je ne sais plus s'il en rate un ou deux. Mais voilà, lancer franc loupé. Dommage quoi, pour son retour en équipe de France avec la génération Parker. Et du coup, puisqu'on parle d'équipe de France, on a parlé de Cholet, on a parlé de Valencia. Moi, j'ai oublié de vous présenter aussi le rédacteur en chef de ce numéro, Nando De Colo. On ne va pas faire les parallèles avec Antoine Rigaudot parce que même s'il y en a beaucoup… Pardon ? Non, justement, quand on parlait de Rigaudot, ça me faisait penser dans ma tête, je me disais Nando De Colo, c'est un peu l'héritier en fait, tu vois. De Rigaudot. Alors heureusement avec Internet maintenant je pense qu'il y a déjà une plus grande conscience de la carrière de Colo, mais encore aujourd'hui j'ai l'impression que De Colo ça sera un joueur sous-estimé parce qu'il n'a pas percé en NBA comme d'autres, alors que je pense que c'est c'est le meilleur joueur d'Europe, ou en tout cas avec je ne vais pas prononcer son nom, je vais l'écorcher, mais Milic, je le serbe. Ouais, voilà. Et clairement, c'est un mec qui a eu une carrière incroyable. Et du coup, ça me faisait un peu penser à lui quand on parlait de Rigaudot, de me dire, ah mince, c'est un gars qui malheureusement sera sous-estimé malgré ses perfs incroyables, quoi. Oui, je partage ton avis, notamment, enfin, du moins pour les fans lambda ou même les observateurs, les observateurs américains, je pense qu'ils ne se rendent pas compte du niveau de Nando De Colo. Je pense qu'effectivement, même en France, on ne se rend pas compte de son palmarès. Allez jeter un coup d'œil sur sa page Wikipédia, vous verrez, c'est assez incroyable. À l'heure actuelle, effectivement, c'est non seulement l'un des meilleurs joueurs européens, mais c'est surtout l'un des meilleurs joueurs européens de tous les temps, sans aucun conteste. Si on faisait un top même des meilleurs joueurs français de tous les temps, je pense qu'il serait bien plus haut que la plupart des gens peuvent l'imaginer. Il faut mettre aussi en contexte, c'est un joueur qui aurait pu jouer en NBA, qui avait une offre intéressante de la part de Toronto et qui a préféré revenir en Europe, comme d'autres l'ont fait, que ce soit, je pense à Spanoulis, je pense à Juan Carlos Navarro, des joueurs qui ont vu qu'en NBA, ils pouvaient jouer
qui pouvaient avoir de l'impact, mais qu'on leur laisserait certainement pas les clés, on leur donnerait pas les clés du camion comme c'était le cas en Europe, et qu'on fait le choix de revenir jouer en Europe dans le meilleur championnat du monde. Et ils ont tous gagné des titres, même meilleur deuxième championnat du monde, pardon, après la NBA, c'est clairement l'Euroleague le meilleur championnat au monde, et qui ont gagné des titres, qui ont été des joueurs déterminants, des joueurs forts, des leaders. Et c'est assez intéressant de voir que c'est justement des playmakers. Et tout à l'heure, vite fait, je parlais de Dejan Bodiroga, mais je pense que c'est aussi une des raisons qui l'ont poussé à ne pas partir en NBA. C'était pas forcément qu'il n'aurait pas pu jouer. Je pense que des joueurs comme ça, vraiment leur force principale, c'est justement dans leur qualité de playmaker au-delà du scoring. Quand on parle de Spanoulis, on pense forcément à son ses step back, ses tirs à 3 points incroyables, etc. Mais un peu comme Nando, en fait, il y avait cette capacité à prendre la bonne décision au bon moment. C'est des joueurs pour vraiment qu'ils puissent révéler toutes leurs qualités, à qui il faut donner la balle. Et je pense que voilà, une des raisons pour lesquelles Nando n'est pas resté en NBA, c'est qu'il s'est dit qu'il n'était pas sûr de tomber sur une équipe qui lui ferait confiance. Il faut voir aussi qu'en NBA, tu peux être cité aux Spurs, c'est qu'on te responsabilise et qu'on te donne le ballon, c'est cool, mais qu'au bout d'une saison, ça se passe pas bien, même ou si ça se passe bien pour toi, mais qu'un autre joueur n'est pas performant, tu peux te retrouver envoyé aux Kings et te retrouver avec un contrat de 5 ans à Sacramento. Quand tu es un compétiteur comme Nando qui veut gagner des titres, qui veut avoir la balle entre les mains pour au plus haut niveau, c'était pas un pari, je pense, qui était gagnant pour lui. Et je pense au bout du compte qu'il a fait le bon choix. Sa carrière, elle est incroyable. Je pense qu'il y a plein de joueurs NBA qui pourraient, qui seraient tentés de trader leur carrière pour celle de Nando quand on voit en tout cas le nombre de titres remportés. Et c'est vrai qu'il nous a accompagnés sur ce numéro. C'est lui le rédacteur en chef exceptionnel de Smook. Nando, on a eu la chance de le suivre sur quasiment l'essentiel de sa carrière pro. Ce qui est incroyable, moi, si je peux simplement partager cette chose, c'est que c'est quelqu'un qui a. Alors, moi, je ne le connais pas si bien que ça, hein, je le connais simplement d'un point de vue professionnel, mais toutes les interactions que j'ai eues depuis qu'il était à Cholet jusqu'à aujourd'hui, le mec est toujours resté aussi sincère, aussi simple dans les échanges et aussi intéressant parce que c'est quelqu'un qui manifestement un talent inné incroyable. Et ce qui est intéressant dans l'entretien, c'est de voir aussi comment il a pu, tout ce qu'il a pu travailler, les choses qu'il a pu apprendre à l'entraînement. Et on en revient à cette notion qui est que le playmaking, c'est aussi quelque chose qui se travaille, qui se développe, même si on a des qualités intrinsèques très fortes comme celle de Nando ou d'autres. Et il jouera en France l'année prochaine. Hein. Ouais, Donc, à Villeurbanne, ouais. Super bonne nouvelle. Complètement. Ramener un des meilleurs joueurs d'Europe. On ne peut plus dire le meilleur joueur d'Europe parce qu'il y en a tellement, mais un des 5 meilleurs joueurs d'Europe dans le championnat de France. C'est quand même. J'étais un peu surpris de sa signature. Enfin, surpris, je veux dire, dans le bon sens. Hein. C'est excellent pour le basket français d'avoir un joueur pareil qui revient. C'est vrai, j'étais d'autant plus surpris que Itoudis s'était annoncé au Fener avec les meilleures saisons quand même de Nando, c'était au CSKA Moscou justement avec Itoudis comme coach. Donc je m'étais dit voilà, on retrouve le duo un petit peu se reforme. Mais finalement, ouais, en tout cas, super nouvelle pour Villeurbanne qui accueille aussi Geoffrey Lauvergne. Donc il y aura une belle équipe du côté de l'Asvel l'année prochaine encore. Et c'est vrai que c'est un plaisir de voir un joueur comme ça, de sa stature, avec son tempérament, capitaine de l'équipe de France. C'est super de le retrouver dans le championnat de France. Quoi. Et moi, l'image que j'ai de lui également, c'est pas une image de match, c'est à la fin de la demi-finale contre la Slovénie, quand il part en contre-attaque après le compte de Nico. Et en fait, il regarde le chrono et il réalise. D'un coup, tu le vois, il est comme électrocuté parce et alors que le gars, il a gagné l'Euroleague, c'est le seul joueur français qui a gagné MVP. Il a été MVP de l'Euroleague, enfin, il a tout gagné, c'est incroyable. Et être en finale olympique avec l'équipe de France, tu sens que c'est un rêve, quoi. Ouais. Parce qu'il est sur place, électrocuté, le ballon il part, il ne sait plus où il est. C'est vraiment un grand souvenir pour moi de me rappeler de ça, en fait. Ouais, complètement. Et puis, voilà encore un joueur européen. Tout à l'heure, on parlait de NBA. Finalement, les 4 derniers trophées de MVP ont été attribués à des joueurs européens, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic. On pourrait parier que le prochain tombera encore sur un Européen en fonction de la saison de Dallas et de Luka Doncic. Antoine, je vois qu'on parle un petit peu de Doncic parce que voilà, on a choisi de le mettre sur la cover aussi parce qu'il représentait pour nous peut-être la prochaine génération. Comme je l'ai dit, on aurait pu mettre Nikola Jokic, ça aurait pu être l'un ou l'autre, mais cette prochaine génération de playmakers.
Est-ce que on va pas revenir sur, on va pas présenter le joueur, on va pas présenter son incroyable précocité. Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant toi dans ce papier que tu as écrit sur Doncic? Est-ce que tu as dû faire des recherches ou est-ce que tu es tombé sur des anecdotes qui t'ont un peu surprise ou simplement qu'est-ce qui représente pour toi Luka Doncic aujourd'hui? Le futur, pas que non, mais en fait, c'est faux de répondre le futur. Le présent, je pense que c'est, voilà, pareil, on peut aussi, lui aussi, le classer parmi les 5 meilleurs joueurs de son championnat, je pense. Euh, oui, moi, je serais d'avis que oui, voire même un peu plus haut. Sans doute le grand favori pour le MVP l'an prochain, je te rejoins aussi là-dessus. Donc, c'est déjà le présent. Et ce que je trouve intriguant avec Luka Doncic, c'est qu'on a un joueur qui est tellement fort, tellement jeune. C'est toujours la question de se poser, mais du coup, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Comment il peut encore progresser? Comment il peut encore passer un cap? C'est-à-dire, quand il y a des joueurs jeunes très forts, on a tendance souvent à les surestimer, je trouve. Et je trouve que ça se voit notamment là dans le cadre des négociations avec Kevin Durant, j'en avais déjà parlé, c'est que la jeunesse, du coup, c'est toujours l'inconnu. On se dit, ah bah, ah là, il est là maintenant, imagine plus tard, il va faire ça, ça, ça. En fait, Luka Doncic, il est déjà tellement fort et parmi les meilleurs joueurs du monde qu'il y a presque le discours inverse, c'est-à-dire que des fois, tu vas entendre mais au final, est-ce qu'il peut vraiment encore passer de nombreux caps? Et moi, je pense que oui. Je pense que là, on a clairement un joueur qui est en train de suivre une lignée. Bon, je vais faire une mauvaise comparaison, mais à la LeBron James. J'ai l'impression parfois, même si dans le style, ça peut être différent, j'ai l'impression d'avoir les Mavericks de Luka Doncic me font un peu penser aux Cavaliers de LeBron James de l'époque, les tout premiers, quand il venait d'arriver en NBA, même si pour le coup, Luka Doncic, lui, avant d'arriver en NBA, il y a déjà un parcours phénoménal avec le Real Madrid et du coup, on sent qu'il est déjà en avance sur LeBron James sur de nombreuses choses et statistiquement, ça se voit, c'est-à-dire que il bat petit à petit tous ses records. Il a mené les Mavericks en playoff plus tôt. Il a mené les Mavericks en finale de conférence. Je pense que là, c'est la 4e année de Doncic. Il vient de la boucler. Ouais, bon, LeBron James avait mené son équipe en finale NBA à cette époque. Mais voilà, il y a un parallèle qui est intéressant. Et voilà, moi, c'est ça, c'est cette grande question avec Luka Doncic, c'est de voir jusqu'où il peut aller. Et dans mon papier, voilà, j'ai parlé un peu de ça, notamment se demander, bah voilà, il faut pas avoir peur, je pense, des fois pas de poser des attentes, parce que nous, on n'est que journalistes ou passionnés, mais d'oser dire les termes, pour prendre les mots de la jeunesse, et voilà, de se dire, bah, ça peut être le GOAT européen, et ça peut peut-être être même, en fait, un des… Si on se dit que si LeBron James, aujourd'hui, est dans le débat pour le GOAT, pour le meilleur joueur de tous les temps, Luka Doncic, il aura peut-être son shot, en fait. Alors, ça dépendra de plein de choses. Hein. Bien sûr, il y a tout plein d'obstacles, de si, etc. Mais techniquement, aujourd'hui, quand un jeune arrive en NBA, il n'y en a pas beaucoup. Tu peux te dire, ah ouais, lui, il sera peut-être dans la discussion. Enfin, tu vois, ça arrive une fois tous les 10 ans. Je ne sais pas, Kevin Durant, on s'est posé la question quand il arrive en NBA. Et bah là, Luka Doncic, Je pense même pas qu'on avait des non, attentes aussi ouais, énormes élevé. Mais, pour KD. Ouais. mais on aurait pu techniquement, tu vois, quand il a commencé à vraiment décoller, se dire, ah bah ouais, Kevin Durant, peut-être que selon comment ça se passe, il pourra devenir un des meilleurs joueurs de tout. Et encore aujourd'hui, tu sais quelle position j'ai, je pense qu'il aurait pu être l'un des tout meilleurs joueurs de tous les temps, enfin plus haut que ce qu'il ne le sera. Et voilà, pour Doncic, je pense que voilà, ça fait partie des gars sur qui on peut se poser cette question, de se dire, bah ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui ira aussi haut que ça, quoi. Ouais, ce qui est intéressant pour Doncic, ça serait réducteur de revenir simplement à ça, mais il y avait cette question qui était intéressante qu'on a posée à Chris Oliver, qui était de savoir si le basket FIBA, au bout du compte, n'était pas plus propice au développement des playmakers que le basket NBA, parce qu'il il y a moins de temps mort, tout simplement, que du coup, tes joueurs sont forcés de prendre par eux-mêmes plus de décisions que dans un match NBA où tu peux micromanager ou un match NCAA où il y a des possessions de 30 secondes par rapport aux 24. Et c'est vrai que Chris Oliver, voilà, lui, son avis, c'était que la grosse différence était principalement sur la notion de il n'y a que 24 secondes par possession dès le début chez les jeunes joueurs qui jouent dans le basket FIBA, ce qui veut dire que dans le cours d'un match, ils vont être forcés de prendre plus de décisions que ce n'est le cas en championnat lycéen américain ou au Canada, etc. Et ce qui est intéressant avec Doncic, c'est on pouvait se dire que presque sa carrière avant d'arriver en NBA, MVP de l'Euroleague, champion de l'Euroleague, champion d'Espagne,
champion d'Europe avec avec la Slovénie. Rien que ça, limite, tu pouvais te dire, s'il avait un accident qui lui coûtait un genou une semaine après tout ça, on aurait peut-être déjà pu le mettre dans la discussion pour GOAT européen, en tout cas, avant qu'il mette un pied en NBA, quoi. Ouais. J'en reviens juste à la notion du dédain pour les Européens qu'il y avait eu pour Rigaudot. Faut se rappeler des discussions quand Doncic a été drafté. Il y avait plein d'insiders sur ESPN, sur Sports Illustrated qui disent mais non, mais Doncic, mais non, il a 19 ans, il fera rien. Non, il faut pas le prendre. Voilà. Donc même un joueur avec un palmarès énorme en Europe, nous, on savait entre guillemets, les Européens, on savait à peu près ce que valait l'Euroleague, on savait que c'était un peu un génie. Et les Américains restent quand même, c'était quoi, il y a 4-5 ans, ils restent quand même sur cette idée que même si tu fais même si tu es MVP de l'Euroleague à 18 ans, bah, c'est pas forcément un très, très grand joueur. Donc, il y a toujours cette dichotomie entre l'Amérique et l'Europe qui joue un peu contre nos joueurs. Ce qu'il faut, c'était de les entendre dire à l'époque, oui, mais le niveau Euroleague, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Au moins, la NCAA, on sait ce que ça vaut. Bah, ça vaut que Marvin Bagley était drafté avant Luka Doncic. Alors que de notre point de vue à nous, tu dis, mais non, le gars, il joue en Euroleague, il joue avec l'équipe nationale, il joue contre des adultes, dans la meilleure deuxième ligue du monde, une ligue qui est quand même extrêmement éprouvante physiquement dans les contacts qui sont pratiqués, mais aussi d'un point de vue stratégique, tactique. Voilà, c'est pas, le match, il ne va pas durer 3 heures. Tu as 48 minutes de temps de jeu, peu de temps mort. Ça te demande une capacité à produire sur le terrain qui est, je pense, élevée par rapport à la NCAA ou par rapport à la NBA. Et c'était incroyable, comme tu le dis, Benoît, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans. Et à l'époque, on n'en revenait pas d'entendre encore ces discours qui nous semblaient quand même dater de 10 ou 15 ans, quoi. Mais justement, en deuxième ligue du monde, ce qui est marrant, c'est que déjà à l'époque, il y en a qui qualifiaient la J-League comme la deuxième ligue du monde, ce qui est quand même incroyable de manque de discernement et de recul et de compréhension du basket international, en fait. Ouais. Bah non, c'est peut-être la deuxième ligue athlétique du monde, mais le problème, c'est que Même le pas. basket, c'est un sport d'adresse, c'est pas Ouais. de l'athlétisme. Oui, c'est pas du saut en hauteur. Exactement. Mais ouais, en tout cas, Doncic qui a fait un petit passage par le K54 le week-end dernier. Si vous allez sur Basket Session, sur notre compte Instagram, vous pourrez voir des clichés de lui. Ok. Ouais, joueur incroyable. La question qui est intéressante, c'est de savoir, parce qu'on parlait de Chris Paul tout à l'heure, c'est aussi un joueur qui aime tout contrôler. Quand tu joues au Mavs, je sais pas, j'ai pas les chiffres devant les yeux, mais 80% des possessions offensives doivent être contrôlées par Luka Doncic, je pense. La question que tu soulèves un petit peu à la fin, ça risque d'être peut-être celle-ci. Moi, je doute pas qu'il y arrive, mais à court terme, est-ce qu'il va réussir à diversifier son jeu de manière à laisser d'autres s'exprimer? Est-ce que Dallas arrivera aussi à compléter l'effectif avec d'autres joueurs qui pourront eux aussi avoir à prendre ces rôles décisionnaires dans les moments importants parfois pour rendre le jeu de Dallas un peu moins stéréotypé? Toi, tu as un avis sur cette question, Antoine? Comment tu vois l'avenir à Mais court terme là, pour Dallas? je vais continuer mon parallèle un peu simpliste avec les LeBron James, mais il va y avoir un peu le même type de question, c'est-à-dire que c'est une franchise. Pour entourer un joueur aussi fort, c'est pas facile. Je pense que Luka Doncic, il sera capable, mais il lui faudra un joueur presque de son calibre pour qu'il lui fasse confiance. J'ai le sentiment, alors peut-être qu'il va mûrir, hein, mais je l'imagine pas. Le Kemba Walker d'aujourd'hui est cramé, mais tu vois, si tu lui ramènes un Kemba Walker, je suis pas sûr qu'il lui accorde toute sa confiance, tu vois. Donc, je ne suis pas sûr que ça change beaucoup sa manière d'utiliser toutes les possessions. Je pense que pour vraiment, il y a Et au final, LeBron James, quand il s'est associé à Dwayne Wade, c'est Dwayne Wade qui s'est adapté à LeBron James et pas l'inverse finalement. Donc, j'ai l'impression que Luka Doncic, on va être sur un parcours un peu similaire. Je ne parle pas dans le changement d'équipe, etc., mais dans le sens où, voilà, pour que vraiment il fasse confiance à un moment à une deuxième star, même s'il fait confiance à ses coéquipiers, mais pour que vraiment, je veux dire, il accepte d'évoluer beaucoup plus sur le ballon, je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment un joueur de son calibre à ses côtés. Et ça, pour Dallas, ça s'annonce compliqué. Je veux dire, les Mavericks, après, on verra, ils ont le temps, hein, on verra ce que ça donne. Il y a des opportunités qu'on ne soupçonne pas, mais aujourd'hui, je pense qu'ils vont devoir plutôt composer, en tout cas au moins sur les 3 prochaines années. C'est dur de toute façon en NBA de faire des pronostics au-delà, il y a tellement de changements. Mais je pense sur les 3 prochaines années, voilà, c'est une équipe qui va partir qui va blinder son cap.
qui va essayer de s'ajuster à la marge, qui va avoir surtout une superstar et qui va essayer de très bien l'entourer. Et au final, alors ça peut passer en fait. Là, je pense qu'ils étaient trop justes pour battre ces Warriors, mais tu te dis que si Luka Doncic il continue de passer des caps, sur une année, en fait, tu sais pas ce que ça peut donner. Au final, les Bucks ont fait aussi ce pari, même si Chris Middleton, après, s'est développé en interne. Mais voilà, ils ont fait ce pari de se dire on a notre superstar et à un moment on aura une opportunité. C'est comme ça qu'ils ont pu faire Jrue Holiday, même si je pense qu'eux, pour le coup, avaient effectivement un Chris Middleton qui s'est développé aussi de lui-même. Et voilà, là aujourd'hui, les Mavericks, on verra ce que ça donne, Luka Doncic plus Christian Wood. Autour de ça, il y a plein de bons joueurs. À voir ce que ça peut donner. Je pense que c'est une équipe qui va être quand même candidate aussi longtemps que Luka Doncic est là, il sera candidat au MVP. Aussi longtemps qu'il sera à ce niveau, les Mavericks, il faudra compter sur eux pour aller loin à l'ouest. Ouais. Toi, Benoît, quel est ton sentiment sur ces Mavs? Avoir la hype qu'il a eu en signant son contrat à New York, tu avais l'impression que Luka Doncic il jouait avec Stephen Curry là, cette année. Donc ils ont quand même perdu Brunson qui a quand même fait des super playoffs. Donc on va voir avec quoi ils peuvent le remplacer justement. Il a porté quand même pas mal au niveau des points, au niveau de la créativité en attaque. C'est vrai que Doncic, il a ce défaut et cette qualité parce que quand il a la balle entre les mains, ça veut dire que c'est pas un des 4 autres qui l'a. Donc ça, c'est bien. mais il a plutôt tendance à cannibaliser le ballon un peu. Donc oui, il faut qu'il arrive à s'en détacher un petit peu plus. Mais je suis d'accord avec Antoine. C'est une équipe qui a Luka Doncic dans ses rangs. Forcément, tu es candidat minimum au playoff. Et après, oui, il faut bien construire autour. Alors, je sais pas, je suis pas GM. J'aimerais bien, mais personne m'a contacté. mais Pas les Kings? Ouais. Il a refusé. Il a refusé. Je voulais pas. Non, je voulais pas y aller. Ouais, faut voir les films. Mais j'ai confiance quand même. C'est une franchise qui est quand même assez bien gérée. Ils ont de l'argent avec Cuban, mais Cuban est quand même assez hands-off, comme on dit. Hein. C'est comme il laisse quand même son GM décider. Donc j'ai confiance et je pense que là ils ont fait finale de conférence. Donc ils ont perdu Brunson, mais ils ont récupéré Wood, c'est ça? Ouais. Donc, ça peut, oui, ça peut le faire. Et si c'est des équipes peut-être une année finale de conférence, la deuxième année une autre finale de conférence, peut-être qu'ils ont besoin de perdre 2-3 années de suite avant qu'il y ait une sorte de mur qui casse et puis voilà, un petit free agent qui arrive de nulle part et qui fait la différence, qui les apporte, qui les met juste au-dessus, quoi, et puis voilà. Donc on verra. C'est marrant parce que c'est une équipe qui a traditionnellement beaucoup de mal justement à signer des free agents, malgré le fait que ce soit la 4e ville des États-Unis, malgré le fait que Cuban il chouchoute ses joueurs, le fait que Dallas soit un gros marché entre guillemets, en tout cas à l'échelle. Pas de taxes. Ouais, en plus, ouais, et qu'ils ne payent pas de taxes dans le Texas. Et malgré ça, c'est vrai qu'ils ont quand même eu du mal à signer des. Alors, je me souviens que c'était fait recaler par quoi? Deron Williams, Dwight Howard. Alors là, ça date un peu, mais ils ne signent pas traditionnellement les gros free agents. La question, ce qui va être intéressante, c'est de voir si justement Luka Doncic, est-ce qu'il pourra aider à ça. Alors malheureusement, je pense que par contre, ils ne sont pas prêts d'avoir de la marge sous le cap là, mais si à un moment, il se retrouve en position. Et sinon, pour Brunson, alors c'est loin d'être fait et peut-être ça ne se fera pas, mais ils sont parmi ceux qui sont positionnés pour signer Colin Sexton, même si ce n'est pas tout à fait le même joueur. Voilà, moi je pense qu'il y a sur cette perte de Brunson, qui je suis d'accord avec toi, elle est importante. Hein, c'est quand même un joueur qui les a beaucoup aidés. Enfin, ils n'auraient pas fait le même parcours sans lui. Ça sortait même sans doute dès le premier tour si pendant que Luka Doncic n'était pas là, c'est quand même Brunson qui les a tenus à bout de bras. Mais je pense que Dinwiddie, mine de rien, a quand même montré des belles choses. Et c'était sa première saison post-blessure. Et on sait que souvent la première saison post-blessure, elle est un peu plus délicate. Et malgré ça, il était déjà plutôt bon. Je pense que Dinwiddie sera encore meilleur la saison à venir. Alors, il faut quand même remplacer Brunson, hein, mais voilà, je pense qu'il garde quand même une équipe solide. Après, ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi le scénario là, que tu dis, voilà, où 2-3 ans de suite, ça passe pas et il y a mince, faut casser et réajuster. C'est typiquement ce qui peut arriver.
Et pour reprendre les Bucks, hein, c'est un peu aussi ce qui s'était passé, hein. C'est ce qui les a menés à faire venir, Jrue Holiday, parce que justement, bah, il y avait cette histoire de contrat avec Giannis, fallait absolument qu'il reste et il fallait faire quelque chose parce que l'équipe, elle allait pas au bout et bon, bah, OK, bon, bah, on tente et c'est comme ça qu'ils ont fait venir Holiday. Je pense que voilà, c'est typiquement le genre de joueur qu'il faudrait autour de Doncic d'ailleurs. Ouais, bah intéressant de toute façon à suivre. C'est vrai que le gros problème Bronson, c'est de l'avoir perdu sans contrepartie. C'est surtout Mmh. ça, parce qu'il avait une valeur en tant que joueur et aussi en tant que contrepartie potentielle. On verra du côté de Dallas. En tout cas, voilà. Donc le MOOC Rivers 10 Special Playmakers, vous pouvez le commander ou vous abonner sur basketsession.com. On a parlé donc de Doncic, de Chris Paul, Rigaudot. Dedans, vous retrouverez aussi un très beau portrait de Nikola Jokic. Tout un sujet écrit par Julien Deschutner sur Magic Johnson, le point GOAT, un petit peu comment il a pu initier une révolution qui finalement aura mis plus de 20 ans avant de vraiment se mettre en place. On a, je reviens, oui, l'interview de Léonard Zaïkovski, vraiment, moi, que j'ai trouvé passionnante. Benoît, je pense que voilà, ça permettait de voir le basket d'une manière vraiment très différente, d'envisager les choses différemment. Le papier sur Chris Paul, on en a parlé. On a aussi un très beau portrait de Sue Bird, la GOAT des point guards en WNBA. On a tout un Hall of Fame extrêmement subjectif sur nous, les playmakers qui nous ont fait le plus vibrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous dis ça. Oui, on a un sujet aussi culture sur Tinker Hatfield, le fameux designer de Nike, notamment de Jordan Brand. Euh, voilà, tout un tas de sujets. Un papier, bien sûr, sur John Stockton. On ne pouvait pas parler des meneurs et des preneurs de décision sans parler de John Stockton. Tout ça, c'est dans le MOOC numéro 10 spécial Playmaker que vous pouvez retrouver sur basketsession.com à la commande et à l'abonnement. Et pour finir, simplement avant qu'on se quitte, pour parler un petit peu de la future génération de Playmakers, est-ce que parmi les jeunes joueurs ou parmi les joueurs actuels qu'on retrouve en NBA, il y en a que vous trouvez particulièrement excitants ou kiffants à suivre? Allez, on va commencer par toi, Benoît. Je ne sais pas s'il y a des joueurs comme ça qui te tapent dans l'œil sur leur capacité, leur qualité de playmaker. Des joueurs, des jeunes joueurs. Mais est-ce que Jokic est un jeune joueur? Ah, je pense que, mais on peut parler de Jokic, hein, il n'y a pas de souci. C'est Ah, un jeune joueur et un c'est joueur établi, en fait. Et puis c'est c'est- vrai qu'il est incroyable. c'est quand même incroyable. Non, en plus, alors, enfin, les gens ne savent peut-être pas, mais je suis basé à Prague il y a c'est une des 4 villes pour l'Euro en septembre et la Serbie est ici. Donc, j'espère pouvoir aller le voir de mes propres yeux. Donc, j'espère qu'il viendra avec son pays. Et j'en Donc, ouais, profite du coup, je t'interromps une seconde parce que je sais que tu es fan aussi de Yann Vesely. Et dans l'interview de Nando De Colo, justement, il soulignait le fait que Yann Vesely n'était pas forcément identifié comme un playmaker, mais que cette année, en tout cas, encore avec le Fener, c'était un des playmakers de l'équipe. C'est juste voilà, une parenthèse ouais, parce que ouais. je savais que ça te parlerait. Ouais, ouais. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire du basket tchèque, hein, Satoransky qui revient à Barcelone, là, mais voilà. Et ouais, donc pour revenir à Jokic, voilà, enfin, moi je trouve ça incroyable. Le gars, il avance à 2 à l'heure et il a des mains en or. Enfin, c'est fou ce qu'il fait. Je ne sais pas si on a déjà vu un joueur comme ça, en fait. Pour les plus vieux, c'est peut-être Sabonis, moins le physique. Voilà, c'est la comparaison. Enfin, je te vois Ouais. hocher de la tête, ouais. Enfin, pour moi, c'est Sabonis peut-être 2.0 même, 2.0, voilà, c'est fou. Donc, ouais. Tout à fait d'accord avec le parallèle avec Sabonis, sachant que ça permet aussi quelque part finalement de voir le niveau de Jokic aujourd'hui, permet de se rendre compte du niveau qu'aurait pu avoir Sabonis s'il était né dans le basket moderne et qu'on l'avait encouragé à shooter encore plus à 3 points, s'il ne s'était pas détruit les tendons d'Achille à une époque où on ne savait pas du tout reconstruire ce genre de blessure. Enfin bref, tout à fait d'accord pour Jokic et pour le parallèle avec Sabonis. Ouais. Ouais. Et juste, parce qu'on parle beaucoup des playmakers offensifs, et moi, je veux juste parler d'un playmaker défensif qui est français. Je sais pas, enfin voilà, on en parle pas mal là, en ce moment avec son transfert à Minnesota, mais Gobert, dans le style playmaker défensif, je sais pas s'il y a mieux en NBA. Enfin, tu vois toutes les interviews là avec sa signature, tu as Joe Ingles qui a signé au Bucks et qui a dit je suis pas le défenseur que je suis si je sais pas qu'il y a Gobert derrière. Hmm. Donc il impacte, enfin le playmaking c'est impacter le match, c'est impacter le jeu. Et donc, tu peux le faire de façon offensive et Gobert le fait de façon incroyable défensivement. Donc, il m'impressionne également défensivement. Le mec, il change la trajectoire des tirs adverses, même sans toucher le ballon, tout le temps. Donc, pour moi,
c'est le meilleur playmaker défensif de la ligue, du monde même. Ouais, super, super intéressant. C'est vrai qu'on avait Ouais. cette question aussi dans la table ronde, de savoir si on pouvait être un playmaker en défense. Je vous laisserai lire l'interview pour avoir la réponse de nos intervenants, mais ouais, carrément pour Rudy. Et toi, Antoine, il y a des joueurs comme ça que tu as plaisir à voir jouer et qui te tapent dans l'œil? Ouais, je vais citer un mauvais. Enfin, Pas Lamelo Nick Young, Ball. hein, tu peux pas dire Nick Young. Non, je vais dire Lamelo Ball. Honnêtement, T'es enfin, pas loin de dire Nick Young. ouais, je suis pas loin de Nick Young, c'est pour ça, ça me fait rire déjà d'avance. Mais ouais, je trouve que Lamelo Ball, quand même, euh, au-delà du personnage ou de l'équipe des Hornets, etc., c'est quand même un sacré showman, quand même. Il y a pas beaucoup de mecs en NBA qui font les passes, qui l'envoient. C'est quand même du régal. Après, voilà, sur le bonhomme, sur sa carrière, il est jeune, je sais pas, je peux pas, je sais pas exactement quoi en penser, mais voilà, je peux- depuis Jason Williams, enfin, il y a quand même sur le côté purement showman, tu vois, vraiment très, 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 très spectaculaire sans claquer des énormes tomards. On est quand même sur. Bon, après, il y avait Ginobili dans un autre style, mais là, c'est vraiment un autre type de joueur beaucoup plus solide. Mais voilà, la Melo Ball, c'est quand même un régal. Ouais, bon pic avec la Melo Ball. Moi, je vais finir par deux, alors vraiment pour le coup, très jeunes joueurs, mais qui me font juste kiffer, pas uniquement pour leur qualité de playmaker ou leur sens de la passe, mais c'est par leur culot, en fait. C'est Josh Giddey et Alperen Sengun des Rockets. En fait, ce qui me plaît avec ces deux joueurs qui étaient rookies l'an dernier, c'est l'aplomb, en fait. L'aplomb de tenter les passes qui tentent. Alors, OK, quand tu es au Rocket, c'est quand tu es au Thunder, tu sais que les coachs vont te laisser rater plus de choses que si tu joues le titre ou que tu vas aller loin en playoff. Mais c'est intéressant quand même parce que je pense que c'est deux joueurs qui sont un peu emblématiques de cette évolution du rôle de playmaker. C'est là-dessus que Chris Oliver terminait un petit peu l'interview quand je lui demandais quel était l'avenir du playmaking. Il disait de la taille, de la taille et de la taille. Et il citait Josh Giddey comme exemple de ces joueurs de grande taille qui peuvent créer du jeu faire par la passe ou par le jeu pour eux. C'est vrai que voilà, ça sera intéressant de voir l'an prochain du côté de Houston et du Thunder un petit peu si ces équipes essaieront de gagner un peu plus de matchs que l'an dernier et si voilà, ces joueurs-là sont responsabilisés dans un contexte un peu plus comment dire, compétitif que ce n'était le cas. Mais voilà, deux joueurs, je me suis régalé tout au long de l'année. Alors, je me suis pas, pour être tout à fait honnête, je ne me suis pas infligé beaucoup de matchs en entier du Thunder ni des Rockets. Mais par contre, juste sur les highlights, les petites passes de Sengun et celles de Josh Giddey, c'était vraiment un grand plaisir, un grand kiff toute l'année. Et je pense que voilà, l'an prochain, ce sont deux équipes sur lesquelles je garderai un œil en grande partie grâce ou à cause de ces deux joueurs-là. Ouais. Et l'association avec Holmgren devrait être assez sympa. Ouais, carrément, c'était déjà assez prometteur ce qu'on a pu voir pendant les matchs de Summer League. Là, ça sera carrément intéressant. Antoine, Benoît, merci encore d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce numéro du podcast. À vous qui nous écoutez ou qui nous regardez sur YouTube, je vous rappelle donc le numéro 10 du MOOC Rivers, 240 pages avec des portraits, des interviews, des dossiers, de l'analyse et de la culture basket au sens large. C'est à retrouver sur basketsession.com. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci encore les gars. Salut. Ciao. Merci, à bientôt.